Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce dimanche 14 septembre. L'organisation de l'État islamique affirme avoir décapité l'otage britannique David Haines en représailles à l'engagement du Royaume-Uni dans la coalition occidentale. À la veille d'une conférence sur l'Irak à Paris, le ministre de l'Intérieur annonce que 930 individus venant de France sont impliqués dans des filières djihadistes. Un plan de lutte doit être présenté demain à l'Assemblée nationale. Le Front al-Nosra diffuse une nouvelle vidéo des militaires libanais détenus depuis début août, alors que Tamam Salam est au Qatar pour tenter d'obtenir leur libération. Et à suivre également dans cette édition direction la Corée du Nord qui a condamné l'Américain Matthew Miller à 6 ans de camp de travail. Pyongyang lui reproche d'être entré sur le territoire déguisé en touriste et l'accuse d'actes hostiles. Un nouvel otage occidental exécuté par l'organisation de l'État islamique. Le Britannique David Haines, qui travaillait pour l'ONG française Acted, a été égorgé. Il avait été enlevé en Syrie en mars 2013. La vidéo avait été annoncée par le Centre américain de surveillance des sites islamistes SITE. Le groupe djihadiste affirme avoir commis ce meurtre en représailles à l'entrée du Royaume-Uni dans la coalition destinée à le combattre. David Cameron a immédiatement condamné un meurtre ignoble et promis de traquer les meurtriers. Le Premier ministre britannique a convoqué dans la foulée une réunion interministérielle de crise pour faire le point sur la situation. Il s'agit de la 3e exécution de ce type en moins d'un mois, après celle de 2 journalistes américains, James Foley et Stephen Sutcliffe, les 19 août et 2 septembre derniers. Dans leurs revendications, les djihadistes menacent par ailleurs d'exécuter un autre otage britannique. Originaire de Perth en Écosse, David Haines, âgé de 44 ans, était père de 2 enfants. Et puis face à ce nouvel acte de violence, l'Australie a décidé de rejoindre les rangs de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Tony Abbott, le Premier ministre australien, a souligné que la décapitation de David Haines est une nouvelle preuve que ce groupe terroriste ne fait pas que du mal, mais qu'il se réjouit en le faisant. Le gouvernement australien a décidé de déployer une force militaire qui pourrait, sous réserve de nouvelles décisions, contribuer à des opérations militaires en Irak. 600 soldats australiens et 8 avions de combat vont donc être déployés aux Émirats arabes unis. L'Australie est déjà très engagée aux côtés des Américains. Elle a livré du matériel militaire aux forces kurdes dans le nord de l'Irak, ainsi que de l'aide humanitaire. John Kerry est arrivé à Paris ce dimanche à l'issue de plusieurs jours de négociations et de réunions. C'est dans la capitale française que doit avoir lieu demain une grande conférence internationale sur l'Irak et la menace grandissante que représente l'organisation de l'État islamique qui occupe de vastes territoires en Irak et en Syrie. Objectif, avancer de manière concrète sur la mise en place d'une coalition internationale contre le groupe extrémiste. Le secrétaire d'État américain a cherché hier à rallier l'Égypte à cette guerre que Washington a déclarée à l'État islamique. Le Caire estime qu'il ne faut pas cibler uniquement l'EI, mais frapper aussi d'autres groupes armés. Jeudi, 10 pays arabes ont annoncé qu'ils allaient participer à cette campagne militaire coordonnée contre l'État islamique aux côtés des États-Unis et de plusieurs pays occidentaux. Et puis sachez que le ministre libanais des Affaires étrangères, Gébran Bassil, devrait participer demain à la réunion consacrée à l'Irak qui se tient à Paris. Selon des sources dans la capitale française, Bassil devrait s'entretenir avec son homologue américain, John Kerry, de la situation au Liban en marge de la réunion. Selon le ministre français de l'Intérieur, 930 ressortissants français ou étrangers résidant en France sont aujourd'hui impliqués dans le djihad en Syrie et en Irak. Dans des propos au journal du dimanche, Bernard Cazeneuve estime que 350 sont déjà sur place, dont 60 femmes. Environ 180 sont repartis de Syrie et 170 sont en transit vers la zone. Parmi ceux qui reviennent, certains revendiquent ce qu'ils ont fait et se disent prêts à repartir. D'autres, détruits par la violence et les exactions auxquelles ils ont assisté ou participé, expliquent au contraire ne plus vouloir s'engager. Bernard Cazeneuve a par ailleurs indiqué que 70 départs ont pu être évités ces derniers mois grâce à une plateforme de signalement. Le ministre doit présenter demain à l'Assemblée nationale un plan de lutte contre les filières djihadistes. Je vous l'annonce en titre, le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, a diffusé une nouvelle vidéo des militaires libanais qu'il détient depuis les affrontements de Haïr début août. La vidéo, en 2 parties, contient les conversations téléphoniques qu'ont eues 2 des militaires, Ahmad Abbas et Georges Khouri,
avec leurs familles. Une trentaine de soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours aux mains des djihadistes de l'État islamique et du Front al-Nosra. L'EI a déjà décapité 2 soldats et menace de faire subir le même sort à un 3e. Et puis justement, Tamam Salam est au Qatar dans le cadre des efforts déployés pour tenter d'obtenir la libération des militaires. Le Premier ministre libanais est à la tête d'une importante délégation ministérielle. Salam a été reçu à Doha par l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il a salué le Qatar pour son rôle de médiateur et pour les efforts constants qu'il déploie pour tenter d'obtenir la libération des otages. Pour sa part, le directeur de la Sûreté générale, qui va rester sur place au Qatar, a fait état de demandes rédhibitoires des 2 groupes djihadistes pour libérer les otages. Selon le général Abbas Ibrahim, les revendications des ravisseurs ne sont pas les mêmes et les négociations se déroulent séparément. Walid Jumblat, lui, réclame des procès rapides des islamistes détenus par les autorités libanaises pour accélérer la libération des militaires libanais détenus par les djihadistes. Le chef du Parti socialiste progressiste a rejeté les procès de masse qui ne font que perdurer la crise, selon lui. Il s'est par ailleurs engagé, lors d'une visite à la famille du soldat otage Seif Zebian, à déployer tous les efforts nécessaires pour obtenir la remise en liberté des otages. Un échange de prisonniers est une des revendications des ravisseurs. Un mot à présent sur les élections législatives prévues le 16 novembre prochain. Selon le quotidien Al-Nahar, 162 personnes ont présenté leur candidature pour l'heure, alors que la clôture du dépôt des candidatures arrive à échéance mardi. Le Bloc du développement et de la libération et le Courant patriotique libre de Michel Aoun ont présenté leurs candidats. Le Courant du futur, le Bloc de la loyauté à la résistance ainsi que le Bloc du rassemblement démocratique devraient leur emboîter le pas demain ou mardi. Les forces libanaises devraient quant à elles présenter un nombre plus important de candidats. Dans un instant, nous vous emmènerons à la découverte de la 27e Biennale des antiquaires qui se tient au Grand Palais à Paris. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info du 1640. L'Américain Matthew Miller a été condamné par un tribunal nord-coréen à 6 ans de camp de travail. Selon l'agence officielle, il est accusé d'avoir commis des actes hostiles envers la Corée du Nord en entrant sur son territoire déguisé en touriste en avril dernier. Miller est l'un des 3 Américains détenus en Corée du Nord. Il avait été arrêté après avoir été accusé d'avoir déchiré son visa et demandé asile à l'État communiste. Élection législative ce dimanche en Suède. Le scrutin devrait voir la victoire de l'opposition de gauche. Les sociodémocrates, emmenés par Stefan Löfven, devraient faire tomber le gouvernement de centre-droit de Fredrik Reinfeldt au pouvoir depuis 8 ans. L'ancien ouvrier et syndicaliste de 57 ans accuse son rival d'avoir creusé l'écart entre riches et pauvres. Il a fait campagne en promettant une fiscalité plus favorable aux ménages modestes. Ses priorités sont l'emploi, l'éducation et les dépenses sociales. Il n'a aucune expérience du pouvoir mais devrait profiter de la bonne santé économique du pays. Le scrutin apparaît toutefois très serré et pourrait même conduire à un Parlement sans majorité absolue. Autre résultat très attendu, celui de l'extrême droite, qui est bien partie pour faire encore mieux que son succès historique en 2010. Elle devrait devenir la 3e force politique du pays, ce qui semblait encore inimaginable il y a quelques années. 89 exposants, 76 antiquaires parmi les plus reconnus à travers le monde, mais aussi 13 des plus grandes maisons de joaillerie. Bienvenue à la Biennale des antiquaires qui réunit les trésors des marchands les plus prestigieux de Paris, mais aussi de Londres, Genève ou encore Florence. Pour cette 27e édition, le Syndicat national des antiquaires a fait appel à Jacques Grange, décorateur au talent mondialement reconnu. Il réinterprète les jardins du château de Versailles et de Trianon sous la prestigieuse verrière du Grand Palais. Rendez-vous majeur et incontournable du marché de l'art depuis plus de 6 décennies, la Biennale, véritable musée éphémère, réunit les meilleurs antiquaires venus présenter leurs plus grands chefs-d'œuvre. Tous les 2 ans, la Biennale propose un voyage à travers le monde et les époques. Elle est depuis les années 50 le garant du rayonnement de la profession d'antiquaire à travers le monde. Elle ouvre ses portes jusqu'au 21 septembre. Les joailliers qui ont une collaboration avec les antiquaires depuis plus de 30 ans font dans cette biennale rayonner Paris et attirent des gens du monde entier. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait un désamour, il y a une renaissance
du mobilier français 18e. Il y a de façon évidente, et ça depuis assez longtemps, mais actuellement très fortement, une passion pour les objets asiatiques. Donc les choses changent. C'est une commode tout à fait exceptionnelle qui est estampillée de Jacques Dubois, qui était l'un des grands ébénistes de l'époque de Louis XV. Nous avions acheté cette commode. Elle avait été recouverte d'une couche de vernis qui l'avait rendue grise parce que le vernis avait changé et donc le bleu avec le jaune du vernis était devenu un petit peu gris, vert et dans nos ateliers, l'un de nos artisans a su retirer ce vernis sans altérer en aucun cas la couche picturale et donc ce bleu magique. Je pense qu'il y a une vraie raréfication des objets de très très grande qualité sur le marché, ce qui est assez normal puisque les musées ont acquis beaucoup de pièces, il y a des grandes collections. Le crocodile ou alligator qui est ici fait 3 mètres de long. Il a été acquis par Claude Lalanne, qui est une femme sculpteur remarquable et qui est célèbre pour la manière dont elle utilise les animaux et les végétaux dans sa sculpture. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'organisation de l'État islamique affirme avoir décapité l'otage britannique David Haines en représailles à l'engagement du Royaume-Uni dans la coalition occidentale. À la veille d'une conférence sur l'Irak à Paris, le ministre de l'Intérieur annonce que 930 individus venant de France sont impliqués dans des filières djihadistes. Un plan de lutte doit être présenté demain à l'Assemblée nationale. Le Froid al Nosra diffuse une nouvelle vidéo des militaires libanais détenus depuis début août, alors que Tamam Salam est au Qatar pour tenter d'obtenir leur libération. Et puis la Corée du Nord condamne l'Américain Matthew Miller à 6 ans de camp de travail. Pyongyang lui reproche d'être entré sur le territoire déguisé en touriste et l'accuse d'actes hostiles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.